Mon frère m'a envoyé une facture de $3500 pour une croisière en famille, tu paies pour maman et papa, n'est-ce pas? J'étais en train de manger seul le jour de mon anniversaire et j'ai répondu, compte clôturé. Il a paniqué, attends, c'est l'argent de mon loyer. Je l'ai simplement bloqué. Le glaçage à la vanille avait commencé à croûter. C'est ce détail qui a fini par me briser. J'étais assise par terre dans mon appartement, le dos pressé contre la cloison froide du salon, fixant une petite boîte en carton rose provenant de la boulangerie du coin. À l'intérieur se trouvaient 2 cupcakes gourmands, l'un au citron, l'autre à la gousse de vanille. Je les avais achetés moi-même à 17h30, juste après m'être déconnecté du travail, en disant au serveur avec un sourire forcé et fragile qu'ils étaient pour une petite réunion entre amis. C'était le premier mensonge de la soirée. Il n'y avait pas de réunion. Il n'y avait que moi, le bourdonnement du réfrigérateur et les chiffres lumineux sur l'horloge numérique du micro-ondes. 23h58. Plus que 2 minutes. Mon téléphone était posé par terre à côté de ma cuisse, son écran éteint. Durant les 16 dernières heures, je l'avais traité comme une bombe qui pouvait exploser à tout moment. Je l'avais vérifié de manière obsessionnelle, vibrant presque d'un espoir pathétique et puéril. Chaque fois qu'il vibrait pour un courrier indésirable ou une notification d'application d'actualité, mon cœur bondissait dans ma gorge, pour ensuite retomber lourdement dans mon estomac quand je voyais que ce n'était pas eux. Ce n'était pas maman. Ce n'était pas papa. Ce n'était pas mon frère. J'allais avoir 30 ans. Ce n'était pas un simple mardi. C'était un cap. C'était la décennie où j'étais censé avoir tout compris à la vie. Et techniquement, sur le papier, c'était le cas. J'étais conceptrice UX senior. Je gagnais un salaire à 6 chiffres. J'avais un bel appartement avec des briques apparentes et une vue sur les toits de la ville. J'avais un plan d'épargne retraite et un portefeuille diversifié. J'étais l'exemple de réussite. Mais alors que l'horloge du micro-ondes affichait 23h59, je me sentais vide comme une coquille vide. J'ai attrapé mon téléphone une dernière fois, je l'ai déverrouillé et je suis allé sur Instagram. Je n'aurais pas dû le faire. Je savais que je ne devais pas, mais l'impulsion masochiste de connaître la vérité était plus forte que mon instinct de conservation. Tout en haut du fil d'actualité se trouvait une story publiée 3 heures plus tôt. C'était une photo de mes parents, William et Vada, assis à une table haute dans un bar des sports. Ils riaient, levant des verres de bière. Et assis entre eux, bronzés et détendus dans un polo ajusté, se trouvait Matthew, mon frère aîné. La légende disait, ce n'est pas parce qu'on est mardi qu'on ne peut pas faire la fête. Soirée en famille avec le fils prodigue. Mon souffle s'est coupé dans ma poitrine, un bruit sec et saccadé qui a résonné dans la pièce vide. Ils n'étaient pas occupés. Ils n'étaient pas à l'hôpital. Ils ne dormaient pas. Ils étaient ensemble en train de fêter leur soirée de famille le seul jour de l'année qui m'appartenait. J'ai fixé la photo jusqu'à ce que les lignes de leurs visages souriants commencent à se brouiller. Vada avait l'air si heureuse. Ses yeux se plissaient d'une manière qui me faisait habituellement me sentir en sécurité. William avait ses bras jetés fièrement autour des épaules de Matthew. Il ressemblait à un bloc, une forteresse, un ensemble complet. Il n'y avait aucun espace vide où j'aurais dû me trouver. Il n'avait pas l'air de manquer de qui que ce soit. Le micro-ondes a bipé doucement. Minuit. Mon anniversaire était fini. Je n'ai pas pleuré. Je pense que j'étais trop déshydraté par l'anxiété de la journée pour verser des larmes. Au lieu de cela, une chape de plomb lourde et étouffante s'est abattue sur moi. Ce n'était pas seulement qu'ils avaient oublié. Les gens oublient des dates. Les gens sont occupés. S'ils avaient été chez eux à regarder la télévision et avaient simplement fait une omission, j'aurais pu leur pardonner. Mais ils n'avaient pas oublié de sortir. Ils n'avaient pas oublié de se fêter les uns les autres. Ils avaient activement choisi de passer mon anniversaire ensemble sans moi et de le publier. J'ai regardé le cupcake à la vanille desséché. Je l'ai pris, j'ai retiré le papier protecteur et j'ai mordu dedans. Cela avait le goût du sucre et de la cendre. Je l'ai avalé, le sentant érafler ma gorge sèche, et j'ai remis l'emballage dans la boîte. J'avais 30 ans, et je comprenais enfin mon rôle dans cette famille. Je n'étais pas un membre. J'étais un service utilitaire. J'étais la personne qu'on appelait quand Internet ne marchait plus, quand le loyer était en retard ou quand on avait besoin d'un prêt qui ne serait jamais remboursé. Mais quand venait le temps de rire,
quand venait le temps de lever son verre, je n'existais pas. La trahison était pire que la solitude. C'était la confirmation silencieuse que j'étais entièrement jetable. La semaine suivante s'est déroulée dans un brouillard gris. Je suis allé travailler. J'ai assisté à des réunions Zoom. J'ai déplacé des pixels sur un écran. J'ai hoché la tête quand mon responsable m'a demandé si j'avais passé un bon week-end, en marmonnant quelque chose sur le fait d'être resté tranquille. J'avais l'impression de me déplacer dans l'eau, chaque membre lourd, le cerveau enveloppé de coton. Physiquement, j'étais une épave. Je ne dormais pas. Je me réveillais à 3 heures du matin, l'esprit en ébullition, rejouant des scènes de mon enfance, cherchant les indices que j'avais manifestement manqués. Avait-il toujours été aussi froid? Est-ce que j'achetais leur affection depuis si longtemps que je ne pouvais plus faire la différence entre l'amour et une transaction? J'ai arrêté de les appeler. D'habitude, c'est moi qui lançais le contact. J'appelais maman pendant sa pause déjeuner. J'envoyais des textos à papa avec des articles sur les voitures de collection que je savais qu'il aimait. J'envoyais des mèmes à Matthew. Mais pendant 7 jours, je suis restée silencieuse. Et pendant 7 jours, mon téléphone n'a pas sonné. C'était un test. J'ai réalisé qu'ils échouaient lamentablement à ce test, et ils ne savaient même pas qu'ils le passaient. Chaque heure de silence était une autre brique dans le mur que j'étais lentement, inconsciemment, en train de construire autour de moi. Puis vint le mardi, exactement une semaine après mon anniversaire. J'étais au milieu d'un sprint de conception, partageant mon écran avec 3 autres concepteurs, lorsque la notification e-message sur mon bureau a retenti dans le coin supérieur droit. C'était la discussion de groupe de la famille. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Ça y est, me suis-je dit, ils s'en sont rendus compte, ils ont vu la date. Ils s'excusent. J'ai rapidement arrêté de partager mon écran, marmonnant une excuse concernant une notification personnelle, et j'ai cliqué sur le message. Ce n'était pas une excuse. C'était un lien, plus précisément un lien vers un itinéraire de croisière Royal Caribbean pour un voyage de 7 nuits en Méditerranée occidentale. Puis un message de Matthew, boum. Regardez ça. Croisière de réunion de famille. C'est le mois prochain. J'ai déjà parlé à l'agent de voyage et nous pouvons avoir les suites de luxe avec vue sur l'océan si on réserve d'ici vendredi. Puis un message de Vada, oh, regardez cette eau bleue. On dirait le paradis. Votre père et moi n'avons pas pris de vacances depuis des années. William a ajouté, ça a l'air cher, mais ça vaut le coup pour les souvenirs. J'ai fixé l'écran, les mains tremblantes. J'ai fait défiler vers le haut. Le dernier message de la discussion remontait à 2 semaines, lorsque j'avais envoyé la photo d'une nouvelle plante que j'avais achetée. Personne n'y avait réagi. Et maintenant, ceci. Puis vint le coup de grâce. Le message qui m'a fait monter la bile à la gorge. Matthew, donc voilà le topo. C'est environ 3500 $ par personne si on veut la formule boisson et les excursions, ce qu'on veut évidemment. Emma, je suppose que tu prends en charge papa et maman, n'est-ce pas? Comme tu es la grande bosseuse avec un poste en entreprise maintenant. Je vais payer mon propre billet, mais les finances sont un peu serrées avec le lancement de ma boîte. Donc, si tu pouvais avancer la compte pour tout le monde, je te rembourserai ma part quand mes liquidités arriveront au 3e trimestre. Je l'ai lu 3 fois. Tu prends en charge maman et papa, n'est-ce pas? Pas de « joyeux anniversaire en retard », pas de « comment vas-tu », pas de « tu nous as manqué », juste une facture. Je me suis levé de mon bureau et je suis allé aux toilettes. J'ai verrouillé la porte, je me suis agenouillé devant la cuvette et j'ai eu des hauts le cœur. Mon corps rejetait physiquement une telle audace. C'était une réaction viscérale au fait d'être utilisé. Il voulait que je dépense 10 500 $, plus la compte de Matthew que je savais, par expérience, que je ne reverrais jamais. Cela faisait près de 14 000 $. Il voulait des vacances gratuites. Il voulait le luxe, la vue sur l'océan, les boissons à volonté, et il voulait que la fille invisible paie la facture. Je me suis lavé le visage à l'eau glacée, fixant mon reflet. J'avais l'air pâle, des cernes sous les yeux, mais quelque chose changeait dans mon regard. La tristesse s'évaporait, consumée par une étincelle de rage chauffée à blanc. Je suis retourné à mon bureau. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé l'os message en attente. Vada a ajouté, Emma, tu as vu le lien? Ça a l'air parfait.
Nous avons vraiment besoin de cette pause, ma chérie. Le dos de ton père le fait souffrir en ce moment. La manipulation était si maladroite. Si transparente. Utiliser la santé de mon père, qui allait pourtant assez bien pour boire des bières dans un bar des sports une semaine plus tôt, pour me culpabiliser et me pousser à dépenser des milliers de dollars. J'ai regardé mon application bancaire. J'avais l'argent. J'avais épargné de manière agressive pour un apport pour une maison, un rêve que je nourrissais depuis 5 ans. Il savait que j'avais des économies. Il ne savait pas combien, mais il savait que j'étais à l'aise. Il me traitait comme un coffre-fort, pensant que la combinaison ne changerait jamais, mais ils avaient oublié une chose cruciale, c'était moi qui détenais les clés. Pour comprendre pourquoi ce SMS a résonné comme un coup de poignard dans le dos, il faut comprendre l'histoire de la Banque d'Emma. Cela a commencé quand j'avais 22 ans, dès ma sortie de l'université. J'ai décroché mon premier poste d'assistant designer. Ce n'était pas un salaire extraordinaire, mais c'était régulier. Ce même mois, William a pris sa retraite anticipée. Ce n'était pas une retraite planifiée, il a simplement quitté son emploi à l'usine parce qu'il n'aimait pas la nouvelle direction. Vada m'a appelé en pleurant. Il n'avait pas de quoi payer l'hypothèque. Juste cette fois, a-t-elle dit. Juste le temps que la pension arrive. J'ai payé 1200 $. J'ai mangé des nouilles instantanées pendant 3 semaines pour compenser. Ensuite, ce fut le chauffe-eau. Puis l'assurance auto. Puis les soins dentaires. Au cours des 8 dernières années, juste cette fois, s'est transformé en un abonnement mensuel à leur mode de vie. J'avais remboursé leur carte de crédit à 2 reprises. Je leur avais acheté un nouveau système de chauffage et climatisation. J'avais essentiellement subventionné toute leur existence pour qu'ils n'aient pas à revoir leur train de vie à la baisse. Et puis, il y avait Matthew. Matthew, mon frère, avait 34 ans. Il était charmant, beau garçon et totalement inutile. Et n'avait jamais occupé un emploi traditionnel pendant plus de 6 mois. C'était un entrepreneur. D'abord, ce fut une entreprise de dropshipping. Je lui ai prêté 2000 $ pour du stock. Le stock ne s'est jamais matérialisé, mais il s'est acheté un nouveau PC gamer. Ensuite, ce fut un projet d'investissement en crypto-monnaie. J'ai refusé de lui donner de l'argent pour celui-là, et Vada ne m'a pas parlé pendant un mois, me disant que je bridais son potentiel et que je devais soutenir les rêves de mon frère. Actuellement, Matthew se voulait coach de vie. Il publiait des citations inspirantes sur Instagram et affirmait se constituer une clientèle haut de gamme. En réalité, il vivait dans le sous-sol aménagé de la maison de mes parents, un sous-sol que j'avais payé pour faire rénover 3 ans auparavant afin qu'il ait son propre espace. Matthew était l'antagoniste de ma vie, mais un antagoniste subtil. Il ne me frappait pas, il me vidait de mes forces. C'était un vampire avec un sourire. Il savait exactement comment manipuler nos parents. Il était celui qui était physiquement présent, celui qui regardait le football avec papa et faisait les courses avec maman. Il leur donnait de son temps, ce qu'ils appréciaient plus que mon argent, même si mon argent était la seule raison pour laquelle ils avaient la liberté de profiter de ce temps. Pour eux, Matthew était le génie incompris qui avait juste besoin d'un coup de pouce. J'étais la froide machine d'entreprise qui réglait les problèmes à coups de billets, mais je n'étais pas chaleureuse comme lui. J'ai reconsidéré la discussion de groupe. La demande de 3500 $ de Matthew n'était pas seulement de l'avidité. C'était une démonstration de force. Il voulait être le héros qui organisait la réunion de famille, celui qui rassemblait tout le monde pour une superbe croisière en Méditerranée. Au lieu de cela, il voulait que je paie pour sa gloire. Il voulait le prestige sans en assumer le coût. Je pouvais entendre sa voix dans ma tête, ce ton mielleux et dédaigneux qu'il utilisait toujours quand je l'interrogeais sur les remboursements, allez, et aime. Ne sois pas si pointilleuse. On est une famille. L'argent, c'est juste de l'énergie. Ça va et ça vient. Ça partait de moi et ça allait vers lui. C'était l'unique direction que prenait cette énergie. J'ai pensé à la dernière fois que je les avais vus, il y a 2 mois, à Thanksgiving. J'avais fait 4 heures de route pour y aller. J'avais apporté 3 tartes et une caisse de vin cher. Matthew était arrivé avec 20 minutes de retard, les mains vides, portant un sweat à capuche à 200 $ que je savais pertinemment qu'il ne pouvait pas s'offrir. Quand nous nous sommes assis pour dîner, Vada avait porté un toast. À Matthew, avait-elle dit, rayonnante,
pour le lancement final de son site web. Nous sommes si fiers de ton projet. Personne n'avait porté de toast pour ma promotion au poste de responsable senior. Personne ne m'avait interrogé sur le projet que je venais de livrer à 2 millions d'utilisateurs. J'étais assise là à manger de la dinde sèche, réalisant que je n'étais que l'investisseuse silencieuse du spectacle de Matthew. Et maintenant, l'investisseuse fermait le fond. J'ai de nouveau regardé le message, « Tu paies pour maman et papa, n'est-ce pas ?» L'arrogance dégoulinait de l'écran. Ce n'était pas une question. C'était une directive. J'ai fermé les yeux et j'ai pris une profonde inspiration. Pour la première fois de ma vie, la peur de les perdre ne l'emportait pas sur la douleur de les garder auprès de moi. Le lien qui s'était rompu le jour de mon anniversaire se retournait maintenant pour les frapper de plein fouet. Je n'allais pas me disputer. Je n'allais pas expliquer que c'était mon anniversaire la semaine dernière. Ils n'allaient pas supplier pour obtenir des excuses qu'ils étaient incapables de formuler. J'allais faire quelque chose de beaucoup plus permanent. Je n'ai pas répondu immédiatement à la discussion de groupe. Mon pouce planait au-dessus du clavier, tremblant légèrement, non pas de peur, mais d'une clarté soudaine et irrésistible. L'ancienne Emma aurait tapé une excuse timide. L'ancienne Emma aurait dit, « Je ne peux pas tout me permettre pour le moment, mais je peux peut-être aider pour la compte. » L'ancienne Emma se serait excusée d'exister, mais l'ancienne Emma était morte au moment même où elle avait mangé un cupcake rassis, seule dans le noir, pendant que sa famille trinquait à son absence avec son propre argent. J'ai posé le téléphone sur mon bureau, écran vers le bas. J'avais besoin de mesurer les dégâts. Je devais savoir exactement à quoi j'avais affaire avant d'agir. J'ai ouvert mon ordinateur et je me suis connecté au compte bancaire d'urgence familiale que j'avais créé il y a de nombreuses années. C'était un compte chèque joint que je partageais avec mon père, William. L'accord était simple, j'y déposais $500 par mois pour les véritables urgences, frais médicaux, pneus crevés, réparation de la maison. Ils devaient me demander l'autorisation avant de l'utiliser, qu'avec le temps, ils avaient cessé de le faire, et j'avais arrêté de vérifier les relevés, leur faisant aveuglément confiance pour ne pas abuser du filet de sécurité que je leur offrais. J'ai cliqué sur l'historique des transactions. Le solde, qui aurait dû se situer autour de $6 000 grâce à mes dépôts automatiques, était de $42,18. J'ai senti un frisson glacé se propager de mon cou jusqu'à mes joues. J'ai cliqué pour afficher l'activité des 90 derniers jours. 14 janvier, DraftKings, $200. 16 janvier, Liquor World, $85,50. 20 janvier, retrait au distributeur automatique du casino, $400. 22 janvier, GameStop, $65. 24 janvier, Prestige Auto Detail, $150. Mon père ne jouait pas d'argent. Mon père ne jouait pas aux jeux vidéo. Et mon père conduisait une vieille Ford de 2014 qu'il lavait au tuyau d'arrosage dans l'allée. C'était Matthew. J'ai fait défiler l'historique encore plus loin. C'était une véritable hémorragie. Station-service, snack, boutique de vapotage, abonnement en ligne à des chaînes de sport premium. C'était un flux continu de mon argent durement gagné qui coulait directement dans les poches de Matthew, camouflé sous l'apparence de dépenses familiales. Mes parents lui avaient donné la carte de débit. Ils avaient remis les clés du coffre à la personne même contre laquelle j'essayais de les protéger. Puis j'ai vu la transaction qui a fait tourner la pièce. Mardi 23 janvier. Le Rusty Encore Bar & Grill, $184,50. Le jour de mon anniversaire. J'ai cliqué sur le détail de la transaction. L'heure indiquée était 20h42. Il n'était pas seulement sorti sans moi. Il n'avait pas seulement ignoré mon existence. C'était moi qui avais payé la fête. J'avais payé les bières qu'ils avaient bues. J'avais payé les ailes de poulet qu'ils avaient mangées. J'avais payé le repas même au cours duquel ils avaient pris cette photo, souriant et riant de leur soirée en famille pendant que j'étais assise seule à me demander ce qui clochait chez moi. Un son s'est échappé de ma gorge. Un rire sec et saccadé, semblable à un bris de verre. C'était absurde. C'était presque impressionnant de cruauté. Ils utilisaient la fille qu'ils ignoraient pour financer la fête du fils qui ne contribuait à rien. J'ai ouvert un nouvel onglet. Je me suis connecté au portail de la carte de crédit pour la carte d'utilisateur autorisée que j'avais donnée à ma mère Vada, uniquement pour les courses d'alimentation. Autorisation en attente, Royal Caribbean, $500. Il n'avait même pas attendu ma réponse.
Ils avaient déjà essayé de réserver la croisière en utilisant la carte d'urgence. La transaction n'était en attente que parce qu'elle avait déclenché une alerte fraude que je n'avais pas encore vue dans mon dossier de courriers indésirables. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je suis passé en mode conceptrice UX senior. J'ai abordé cela comme un système défaillant qu'il fallait démanteler. Première étape, la capture d'écran. J'ai pris une capture d'écran de la transaction du Rusty encore. J'ai entouré la date et le montant en rouge vif. Deuxième étape, la coupure. J'ai appelé la banque. J'ai navigué dans le menu automatique avec une précision de robot jusqu'à obtenir un conseiller. Je dois fermer immédiatement un compte joint en raison d'une utilisation non autorisée, ai-je dit d'une voix ferme et neutre. Certainement, madame, nous pouvons le geler. Non, fermez-le. Transférez les 42,18 $ restants sur mon compte d'épargne personnel et clôturez-le complètement. Annulez toutes les cartes de débit associées. Ensuite, la carte de crédit. J'ai signalé la carte se terminant par 4598, celle de ma mère, comme perdue ou volée, et j'ai demandé la résiliation du compte, sans réémission. Ensuite, le forfait téléphonique. Je me suis connecté à mon compte Verizon. Il y avait 4 lignes. J'en ai sélectionné 3 William, Vada, Matthew et j'ai cliqué sur suspendre le service. J'ai ensuite lancé une demande de transfert de responsabilité vers l'adresse email de mon père. Ils avaient 24 heures pour reprendre les paiements, sans quoi les lignes seraient définitivement coupées. Enfin, les services de streaming, Netflix, Hulu, Spotify, compte famille changement de mot de passe, changement de mot de passe, changement de mot de passe, et déconnexion de tous les appareils. Il m'a fallu 45 minutes pour démanteler l'infrastructure financière qui les faisait vivre depuis 10 ans. Quand j'ai eu fini, je me suis senti plus légère, comme si je m'étais débarrassé physiquement de 50 kilos de poids mort. J'ai repris mon téléphone. La discussion de groupe attendait toujours. Matthew, allô, la Terre appelle Emma. Ne nous laisse pas en plan. L'offre expire bientôt. J'ai ouvert ma galerie d'images. J'ai sélectionné la capture d'écran de l'addition du bar le jour de mon anniversaire. J'ai tapé 2 mots, compte clôturé. J'ai cliqué sur envoyer. Puis, avant même que les accusés de réception ne s'affichent, je suis allé dans les paramètres du groupe, bloquer Matthew. Bloquer maman. Bloquer papa. Je ne me suis pas arrêté là. Je suis réseaux sociaux, Facebook bloqué, Instagram bloqué. J'ai verrouillé ma porte d'entrée, tourné le verrou de sécurité, et pour la première fois depuis une semaine, j'ai expiré. Le silence a duré exactement 12 minutes. C'est le temps qu'il leur a fallu pour comprendre que, compte clôturé, n'était pas une métaphore. Mon téléphone, malgré les blocages, a commencé à afficher des notifications d'appels bloqués dans l'historique de ma messagerie. D'abord 1, puis 3, puis 10. Le volume des tentatives était impressionnant. En 12 minutes, ils avaient essayé de me contacter plus de fois que durant toute l'année écoulée. Mais j'avais oublié une faille, les emails. Ma boîte de réception a retenti. C'était Vada. Objet, les cartes d'urgence ne fonctionnent pas. Emma, ma chérie, il y a un problème. J'ai essayé de prendre de l'essence et la carte a été refusée. Ton père est à la pharmacie et sa carte ne fonctionne pas non plus. Nous essayons de t'appeler, mais cela va directement sur messagerie. S'il te plaît, rappelle-nous immédiatement. Ton père a besoin de ses médicaments pour la tension. J'ai fixé l'écran. La manipulation était immédiate. Ton père a besoin de ses médicaments. Pas de « Pourquoi as-tu envoyé cette capture d'écran ?» Pas de « Nous sommes désolés », mais un pivot immédiat vers une crise de vie ou de mort pour me forcer la main. Je savais pertinemment que la pharmacie qu'ils utilisaient proposait un tiers payant pour les seniors et que la part à leur charge n'était que de 15 $. De plus, William avait toujours 40 $ en espèces dans son portefeuille. C'était une habitude chez lui. Il pouvait donc payer. C'était un test de soumission. Je n'ai pas répondu. 20 minutes laté, un email de Matthew. Objet, c'est quoi ce bordel? Tu te comportes comme une gamine. Tu nous bloques, vraiment? Tout ça parce qu'on a demandé des vacances. Maman pleure dans la cuisine. Tu devais grandir et nous parler. De plus, cette addition de bar n'est pas ce que tu crois.
Je les ai invités pour ton anniversaire parce que tu n'étais pas là. Je faisais une bonne action. Débloque-moi. Le retournement de situation était ahurissant. Je les ai invités pour ton anniversaire. Comme si utiliser mon argent pour leur acheter de la bière pendant que j'étais assise seule était un acte de charité à mon égard. J'ai compris alors que le silence ne suffirait pas. Ils étaient en train de construire un récit où j'étais la méchante, la fille instable et cruelle qui punissait ses parents vieillissants. Si je restais silencieuse, Matthew tournerait l'histoire jusqu'à ce que je passe pour un monstre. Je devais poser les faits officiellement. J'ai ouvert un nouveau brouillon de mail. Je l'ai adressé à tous les trois. A. William, Vada, Matthew. Objet, clarification de la fin du soutien financier. J'écris ce message pour m'assurer qu'il n'y ait aucune confusion concernant mon précédent email. À compter d'aujourd'hui, j'ai clôturé le compte chèque joint se terminant par 8890. J'ai annulé la carte de crédit se terminant par 4598. J'ai suspendu vos lignes téléphoniques et vous ai retiré de tous les abonnements numériques partagés. Concernant l'affirmation de Matthew selon laquelle il vous a invité pour mon anniversaire, le relevé de transaction montre que c'est la carte 8890, alimentée exclusivement par mes salaires. Qui a payé l'addition? J'ai payé $184.50 pour être exclu de mon propre 30e anniversaire. C'est la dernière dépense que je couvrirai pour cette famille. Ne venez pas à mon appartement. N'appelez pas sur mon lieu de travail. Si vous tentez de me contacter, je considérerai cela comme du harcèlement. Vous avez compté sur mon soutien financier pendant 8 ans. À partir d'aujourd'hui, vous devez vous débrouiller seul. Emma. J'ai cliqué sur envoyer. Je me suis rassise, le cœur battant à un rythme effréné contre mes côtes. C'était une sensation étrange. Dire non à des gens habitués à entendre oui est un acte révolutionnaire. Et les révolutions sont toujours chaotiques. Le contre-coup a été immédiat et violent. Mon email professionnel, qu'il n'aurait pas dû utiliser, a retenti. De Matthew à Emma, avec mon patron en copie. Objet, problème familial urgent. Emma, s'il te plaît, appelle à la maison. Maman s'inquiète pour ton état mental. Tu te comportes de manière erratique et nous craignons que tu fasses une dépression. Nous voulons juste t'aider. Il avait mis mon patron en copie. Mon sang n'a fait qu'un tour. C'était la guerre. Matthew savait exactement ce qu'il faisait. Il essayait de me discréditer professionnellement. Si j'étais instable, le fait de leur couper les vivres n'était plus une décision rationnelle, mais le symptôme d'une maladie mentale. C'était une stratégie pour saper mon autonomie afin qu'ils puissent intervenir et gérer à nouveau mes ressources. Je suis allé dans ma cuisine et je me suis versé un verre d'eau, les mains tremblant de manière incontrôlable. Je devais prendre les devants. J'ai transféré l'email de Matthew à ma représentante des ressources humaines, accompagnée d'une brève note professionnelle. Veuillez noter que je traverse actuellement une rupture familiale difficile. Mon frère tente d'utiliser mon lieu de travail comme moyen de harcèlement. Je suis en sécurité et en bonne santé, veuillez ignorer toute communication ultérieure de sa part. Puis j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire depuis des années. J'ai ouvert le dossier de mon disque dur intitulé « Scan ». J'ai commencé à organiser les preuves, les relevés bancaires, les SMS demandant de l'argent, les promesses de remboursement jamais tenues. J'ai dressé une chronologie. 2019, près de $4500 pour la réparation de la voiture de Matthew, jamais remboursée. 2020, $2000 pour les soins dentaires de maman, dont elle a admis plus tard que c'était pour le loyer de Matthew. 2022, $8000 pour réparer le toit qui n'a jamais été réparé. J'ai fait le total. En 8 ans, je leur avais donné $64 300. Ce n'était pas de l'aide, c'était un salaire. J'avais payé ma famille pour qu'elle m'aime, et ils avaient démissionné en douce depuis bien longtemps. Le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres dans mon salon. Je n'ai pas allumé les lumières. Je me sentais comme un soldat dans un bunker, attendant le début du bombardement. Et puis les menaces ont changé de forme. Un SMS d'un numéro inconnu, probablement une application de numéro jetable utilisée par Matthew. Tu penses pouvoir nous couper les vivres comme ça? Tu te crois meilleur que nous? Regarde bien ce qui va se passer quand les gens sauront qui tu es vraiment. Tu laisses tes parents dépérir. Sale égoïste. Je n'ai pas répondu. J'en ai fait une capture d'écran.
J'ai ajouté cela au dossier. J'étais en train de bâtir une forteresse de faits tangibles. Ils avaient des histoires, ils avaient des larmes, ils avaient de la culpabilité. Mais moi, j'avais les preuves d'achat. Et au bout du compte, seules les preuves d'achat tiennent devant un tribunal. Les 48 heures suivantes furent un cas d'école de guerre psychologique. Matthew a lancé une campagne de dénigrement sur Facebook. Il ne me nommait pas directement, il était trop intelligent pour cela, mais les publications étaient publiques et conçues pour causer un maximum de dégâts. C'est déchirant de voir comment l'argent change les gens. On sacrifie tout pour élever un enfant, le soutenir, l'encourager, et dès qu'il goûte un peu au succès professionnel, il tourne le dos à sa famille. Serrez fort vos proches dans vos bras ce soir, nous sommes dévastés. Les commentaires ont rapidement débordé de marques de sympathie de la part de membres de la famille élargie que je n'avais pas vus depuis des années. Tante Carole, tellement désolé d'entendre cela, Vada. Je prie pour vous. Cousin Mike, certains oublient d'où ils viennent. J'ai fait défiler les commentaires en ressentant un étrange détachement. Il parlait d'un personnage de fiction. Il parlait d'une fille avide et sans cœur qui abandonnait ses parents vertueux. Il ne savait rien des 64 000 $. Il ne savait pas que j'avais fêté mon anniversaire seul. Il ne savait rien de la facture de la croisière. J'ai eu envie de répondre. Je voulais poster les captures d'écran en commentaire et réduire leur récit en cendres. Au lieu de cela, j'ai compris que le silence suffirait. Le silence était ma meilleure arme, même s'il était difficile de s'y tenir. Je suis resté enfermé chez moi. Je me faisais livrer mes courses. Je travaillais à domicile, en laissant mon statut Slack sur « Ne pas déranger ». Le jeudi après-midi, 2 jours après le message, compte clôturé, l'escalade a atteint son paroxysme. J'étais au milieu d'une révision de code lorsque de violents coups autoritaires ont retenti à ma porte d'entrée. Boum, boum, boum. Ce n'était pas le livreur. Ce n'était pas un voisin. C'était le coup typique des forces de l'ordre. Mon estomac s'est noué. Je me suis dirigé vers la porte et j'ai regardé par le Judas. 2 policiers en uniforme se tenaient dans le couloir. Mon cœur battait contre mes côtes comme un oiseau pris au piège. Ils l'ont vraiment fait. Ils ont appelé la police. J'ai pris une grande inspiration, j'ai lissé mon pull et j'ai déverrouillé la porte. Je l'ai ouverte juste assez pour être poli mais ferme. « Bonjour, messieurs », ai-je dit, d'une voix étonnamment stable. « Je peux vous aider ?» Le plus âgé des 2 policiers, un homme à la moustache grisonnante, a regardé son carnet. « Êtes-vous Emma ? Nous avons reçu un appel demandant un contrôle de santé et de sécurité à cette adresse. » « Je suis bien Emma, » j'ai dit. « Je vais bien. » « Qui a appelé ? » « L'appel provient d'un certain monsieur Matthew et d'une dame nommée Vada, » a dit le policier, en regardant derrière moi dans l'appartement. « Ils ont déclaré que vous aviez proféré des menaces d'automutilation et que vous aviez envoyé des messages erratiques et incohérents. Ils s'inquiètent beaucoup pour votre stabilité mentale. » La colère a flambé, chaude et vive, mais je l'ai instantanément éteinte avec une logique froide. Si je me mettais en colère, si je criais, si je pleurais, je donnerais raison à Matthew. Je devais être la personne la plus saine d'esprit qu'ils aient jamais rencontrée. « Je vois », ai-je dit en reculant pour ouvrir la porte plus grand. « Messieurs, s'il vous plaît, entrez. Je suis désolé que ma famille vous fasse perdre votre temps. » Ils sont entrés dans mon appartement. Il était impeccable. Mon espace de travail était bien ordonné. Il n'y avait aucun signe de lutte, aucun désordre chaotique, aucune preuve d'une crise. Je suis en plein milieu d'une journée de travail, ai-je expliqué calmement. Je suis conceptrice UX senior. Je suis actuellement en parfaite santé. Je me suis dirigé vers mon ordinateur portable. La réalité, messieurs, c'est qu'il y a 2 jours, j'ai arrêté de payer les factures de mon frère adulte. J'ai coupé leur accès financier après des années d'abus. Ce contrôle de sécurité n'est pas pour ma sécurité. C'est une tactique de représailles pour m'intimider et me forcer à rouvrir mon portefeuille. J'ai pris le dossier de capture d'écran imprimé que j'avais préparé, presque comme si j'avais su que ce moment viendrait. « Tenez », ai-je dit en tendant le dossier au policier le plus âgé. Voici l'email que je leur ai envoyé pour leur expliquer calmement l'arrêt du soutien financier. Voici les SMS de menaces que mon frère m'a envoyés hier. Et voici l'email qu'il a envoyé à mon patron pour essayer de me faire licencier. Le policier a feuilleté les pages. Ses sourcils se sont levés.
Il a montré la capture d'écran du SMS à son collègue. Il a dit que vous envoyiez des messages incompréhensibles, a remarqué le collègue. Ça ressemble plutôt à un relevé bancaire. Exactement, ai-je dit. Pour eux, le fait que je dise non équivaut à de la folie. Le policier le plus âgé a refermé le dossier et me l'a rendu. Son attitude s'est instantanément adoucie. Il avait l'air fatigué. Il avait probablement vu cette dynamique des dizaines de fois, une inquiétude feinte utilisée comme une arme par des proches manipulateurs. « Je suis désolé de vous avoir dérangé, madame », a-t-il dit d'un ton respectueux. « Vous ne semblez pas du tout en détresse. Nous devons donner suite à ces appels, mais il est clair qu'il s'agit d'une affaire civile. »« Je comprends », ai-je dit. « Puis-je vous demander une chose ? Dites-moi. Veuillez consigner dans votre rapport que je suis en parfaite santé et s'il vous plaît, dites-leur de ne plus m'appeler. S'ils essaient à nouveau de me contacter, je déposerai une plainte pour harcèlement. » Il a hoché la tête. « C'est noté. Prenez soin de vous. » Ils sont partis. Je suis retourné à l'intérieur. J'ai verrouillé la porte. Je me suis assise à la table de ma cuisine. J'ai mangé une part de gâteau au chocolat sorti du congélateur. Même si ce n'était pas encore le soir, c'était de loin la meilleure part de gâteau que j'ai jamais mangée de ma vie. Les retombées du vendredi n'ont pas été, comme je l'avais imaginé, une fin propre et simple. Dans les familles, les cours d'eau ne s'arrêtent jamais d'un coup le vendredi. Ils se tarissent par morceaux au fil des semaines et des mois, chaque pièce tombant à son propre rythme. Dès le vendredi soir, la discussion familiale était devenue complètement silencieuse pour la première fois en 3 ans. Le samedi matin, elle avait été entièrement supprimée par ma mère, ce que j'ai appris par Tanson, qui avait pris une dernière capture d'écran du chat vide avant qu'il ne disparaisse. J'ai fermé la porte et je l'ai verrouillée. J'ai appuyé mon front contre le bois frais de la porte. Ils avaient essayé de me humilier. Ils avaient essayé de me faire traîner hors de chez moi devant mes voisins. Ils voulaient tellement me briser qu'ils étaient même prêts à impliquer la justice. Mais ils auraient mal calculé leur coup. Ils pensaient que la police verrait une vieille fille hystérique. Au lieu de cela, la police a vu une professionnelle calme avec un dossier de preuves solides. Je n'avais plus peur. La peur s'était évaporée, remplacée par un sentiment de résolution limpide. Je suis allé à la fenêtre et j'ai regardé la ville. J'étais seul. Mon téléphone était silencieux. Ma famille me détestait. Et pour la première fois en 30 ans, debout dans cette pièce calme, j'ai ressenti un sentiment de paix profond et immense. La visite de la police avait été le coup de semonce. L'embuscade a eu lieu 3 jours plus tard. C'était le samedi matin. J'avais décidé de m'aventurer dehors pour la première fois depuis le contrôle de police. J'avais besoin de café, d'air frais et de la simple certitude que j'existais encore dans le monde physique à l'extérieur des murs de mon appartement. Je me suis habillé avec soin, un jean, un blazer, des lunettes de soleil au mon-armure. Mon immeuble disposait d'un grand hall vitré avec un comptoir de conciergerie et un salon pour les visiteurs. Habituellement, c'était un espace de passage calme où les gens se saluaient poliment de la tête et continuaient leur chemin. Lorsque les portes de l'ascenseur se sont ouvertes au rez-de-chaussée, j'ai entendu la voix. Ce n'était pas un cri, c'était pire. C'était une supplique théâtrale et sanglotante. Nous voulons juste la voir. Elle ne va pas bien. Vous devez nous laisser monter. C'est une urgence médicale. Mon cœur a bondi dans ma poitrine. Je suis sorti de l'ascenseur et je les ai vus. Matthew se tenait au comptoir de la conciergerie, penché en avant, gesticulant agressivement face au jeune agent de sécurité du week-end, terrifié, qui s'appelait Kevin. Vada était assise sur l'un des canapés de velours, le visage enfoui dans son mouchoir, pleurant de manière très audible. William se tenait gauchement à côté d'elle, les yeux fixés sur le sol, la posture affaissée. Ils avaient organisé une scène. Ils jouaient le rôle de la famille aimante et désespérée qui tente de sauver sa fille malade mentale d'elle-même. J'aurais pu faire demi-tour. J'aurais pu appuyer sur le bouton du 14e étage et me cacher dans ma forteresse. Mais quelque chose en moi, cette même clarté froide et dure qui m'avait aidé à fermer les comptes bancaires, s'est mise en place. J'en avais fini de fuir. J'ai traversé le sol de marbre, mes talons claquant fermement. Le son a résonné dans le hall comme un coup de marteau de justice. « Kevin » ai-je dit, ma voix portant clairement à travers la pièce.
Ce n'est pas la peine de les laisser monter. Je suis là. La scène s'est figée. La tête de Vada s'est redressée d'un coup. Matthew s'est retourné, son visage passant instantanément du rôle de frère inquiet à celui de brute arrogante. Emma, a crié Matthew, marchant vers moi les bras ouverts comme s'il allait m'embrasser. Dieu merci. Nous étions si inquiets. Regarde-toi. Tu as une mine affreuse. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas reculé d'un pas. J'ai levé la main, paume vers l'avant. Stop. Ne t'approche pas plus. Il s'est arrêté net, déstabilisé. Emma, arrête ton cinéma. Nous sommes là pour t'aider. Maman est dans tous ses états. Nous allons te ramener à la maison, te faire soigner et régler tout ce désordre. Il n'y a pas de désordre, Matthew, ai-je dit assez fort pour que les deux voisins qui attendaient leur Uber l'entendent. Il y a juste un compte bancaire fermé. Vada s'est levée, le visage rougi. Emma, s'il te plaît, a-t-elle gémi en marchant vers moi. Pourquoi nous fais-tu cela? Pourquoi nous punis-tu? Nous t'aimons. Nous voulons juste être à nouveau une famille. Vous voulez une croisière en famille, maman? Ai-je dit, ma voix tremblant légèrement mais gagnant en assurance. Ce n'est pas moi que vous voulez. C'est mon portefeuille. C'est un mensonge, a répliqué Matthew, le visage rouge de colère. C'est exactement ce que nous avons dit à la police. Tu es paranoïaque. Tu crois que tout le monde t'utilise. Tu es malade, Emma. Il a regardé autour du hall, jouant la comédie pour le public, elle fait une crise de nerfs, a-t-il dit au voisin près de la porte. Elle délire. Vraiment? J'ai plongé la main dans mon sac. Je n'en ai pas sorti une arme. J'ai sorti le dossier. Le même dossier que j'avais montré à la police, mais mis à jour. Kevin, ai-je dit au gardien, s'il vous plaît, appelez à nouveau le numéro non urgent de la police. Dites-leur que les personnes qui ont fait une fausse déclaration jeudi sont maintenant coupables de violation de domicile. Tu n'oserais pas, a dit William, parlant pour la première fois. Sa voix était enrouée. Emma, nous sommes tes parents. Alors commencez à vous comporter comme tel, ai-je hurlé. Le cri s'est échappé de ma gorge, brut et douloureux. Mon calme a volé en éclats pour une seconde, révélant les 30 années de souffrance cachées en dessous. Des parents n'oublient pas le 30e anniversaire de leur enfant pour aller boire des verres avec son frère. Des parents n'envoient pas une facture de 14 000 $ à leur fille pour des vacances où elle n'est même pas invitée. Le hall est devenu d'un calme de mort. Les voisins ont cessé de regarder leur téléphone. Je me suis tourné vers Vada. Tu veux savoir pourquoi je suis paranoïaque? Regarde ça. J'ai jeté les feuilles sur la table basse entre nous. Elles se sont éparpillées. Des relevés bancaires surlignés en jaune fluo. 23 janvier, ai-je pointé du doigt, la main tremblante. Le jour de mon anniversaire. Vous avez dépensé 184 $ et 50 cents au Rusty encore. Vous avez posté une photo parlant de soirée en famille. Et vous avez payé avec ma carte de débit, la carte que je t'avais donnée pour les courses. Tu as payé la bière de Matthew avec l'argent que j'ai gagné en travaillant, pendant que j'étais assis seul dans mon appartement. Vada a baissé les yeux vers le papier. Elle a vu la date. Elle a vu le montant. Elle a vu la signature sur le reçu. Matthew, il nous a dit, a chuchoté Vada, en regardant Matthew. Il nous a dit que c'était lui qui offrait. Il a dit qu'il avait eu un bon mois avec ses clients. Il n'a pas de clients, maman. Ai-je crié. C'est moi son client. Je paie son loyer, son assurance auto, ses frais professionnels depuis 8 ans. J'ai payé pour le toit. J'ai payé pour le chauffe-eau. Et à la seconde où j'ai arrêté, à la seconde où j'ai fermé le robinet, il a appelé la police pour leur dire que j'étais folle. Je me suis tourné vers Matthew. Il avait l'air acculé. Son masque d'assurance glissait, révélant la panique d'un parasite perdant son hôte. Tu mens, a-t-il craché. Elle falsifie les papiers. Elle. C'est fini, Matthew, ai-je dit d'une voix devenue d'un calme glacial. J'ai les alertes de fraude. J'ai le rapport de police de jeudi. Et maintenant, j'ai des témoins. J'ai fait un geste vers le concierge et les voisins. Si tu ne quittes pas cet immeuble dans les 30 secondes, je te ferai arrêter pour harcèlement et violation de domicile.
Et je te poursuivrai pour les 64 000 $ que tu m'as volés. J'ai les reçus pour chaque centime. Il me fixa du regard, puis se tourna vers moi. Tu es contente? Tu n'as pas de mari ni d'enfant, alors tu as décidé de briser ma famille. La vérité flottait dans l'air, toxique et indéniable. Il avait enfin prononcé tout haut ce qu'il pensait tout bas. Vada a laissé échapper un hoquet de surprise, sa main volant à sa bouche. Partez, ai-je chuchoté. Mathieu est sorti en trombe, les portes vitrées oscillant violemment derrière lui. Je suis restée là, tremblante, l'adrénaline inondant mon corps. J'ai regardé mes parents. Ils se tenaient au milieu des ruines du mensonge dans lequel ils vivaient depuis 10 ans. L'enfant chéri s'était révélé n'être qu'un imposteur. Emma, a sangloté Vada, en tendant les mains vers moi. Non, ai-je dit en reculant. Vous devez partir aussi. Mais comment va-t-on rentrer? A demandé William, l'air perdu. C'est Mathieu qui conduisait. Je ne sais pas, ai-je dit, en leur tournant le dos pour me diriger vers l'ascenseur. Débrouillez-vous. Les retombées ont été lentes, douloureuses et nécessaires, comme lorsqu'on remet en place un os cassé. Il fallait que cela fasse mal avant de pouvoir guérir. Je ne les ai pas vus pendant 3 semaines. Pendant ce temps, le silence dans ma vie a changé. Ce n'était pas le silence lourd et solitaire de mon anniversaire. C'était le silence paisible et productif d'un sanctuaire. Je dormais 8 heures par nuit. Je me conservais au travail. J'ai recommencé à peindre, un loisir que j'avais abandonné depuis des années parce que le matériel était trop cher quand je finançais 3 autres adultes. Mathieu a essayé de revenir à la charge, bien sûr. Il envoyait des emails depuis les ordinateurs de la bibliothèque publique. Il envoyait de longs manifestes décousus sur le karma et les sœurs ingrates. J'ai transféré chacun d'eux aux policiers qui avaient effectué le contrôle de sécurité, en les ajoutant au dossier. Finalement, la réalité de sa situation l'a rattrapé. Sans mes subventions et avec les comptes de maman et papa bloqués, son train de vie s'est évaporé. J'ai appris par un cousin qu'il avait dû vendre son matériel de jeu, puis sa voiture. Aux dernières nouvelles, il travaillait à temps partiel dans un entrepôt et vivait dans un studio à 3 villes de là, parce que mes parents lui avaient enfin, par miracle, dit qu'il ne pouvait plus vivre au sous-sol s'il ne participait pas aux frais. La confrontation dans le hall d'entrée avait brisé quelque chose en Vada et William. Elle avait balayé l'illusion. Il ne pouvait pas oublier ce que Mathieu m'avait dit, on te supportait juste parce que tu payais. Un mardi soir, exactement un mois après l'incident du hall, l'interphone a retenti. J'ai regardé le moniteur. C'était Vada. Elle était seule. Elle ne tenait pas de mouchoir. Elle tenait un récipient en plastique. J'ai hésité. Mon doigt a plané sur le bouton d'ouverture. Je n'avais pas besoin de la laisser monter. Je n'avais plus jamais besoin de quoi que ce soit de leur part. J'étais libre. Mais j'ai appuyé sur le bouton. Quand j'ai ouvert la porte de mon appartement, elle m'a paru plus petite que dans mes souvenirs. Plus vieille. Le stress du mois écoulé avait creusé de rides profondes son visage. Elle se tenait dans le couloir, serrant le récipient en plastique comme une bouée de sauvetage. J'ai fait des lasagnes, a-t-elle dit doucement. Végétarienne, comme tu les aimes, avec des épinards. J'ai regardé le plat. Je n'ai pas besoin de nourriture, maman. Je sais, a-t-elle dit. Elle a baissé les yeux sur ses chaussures. Je sais que tu n'as besoin de rien de notre part. C'est ce que j'ai enfin compris. Elle a pris une inspiration, me regardant avec des yeux brillants de larmes. Je suis allé à la banque, Emma. Je leur ai demandé d'imprimer tous les relevés des 5 dernières années. Je me suis appuyé contre le montant de la porte, en croisant les bras. Et j'ai vomi, a-t-elle dit crûment. Je me suis assise sur le parking et j'ai vomi. J'ai vu les virements. J'ai vu les dates. J'ai vu les moments où tu me disais que tu mangeais du riz et des haricots pour économiser de l'argent. Et la même semaine, Mathieu dépensait 300 $ pour des baskets. Elle a commencé à pleurer, mais ce n'était pas les gémissements théâtraux du hall d'entrée. C'était un pleur silencieux, honteux. Nous l'avons laissé faire, a-t-elle chuchoté. Nous aimions qu'il soit à la maison. Nous aimions qu'il soit amusant et nous nous sommes servis de toi. Nous nous sommes servis de toi, Emma, parce que tu étais la plus forte, parce que tu ne disais jamais non.
Nous t'avons puni d'être responsable. Elle a posé les lasagnes sur la petite table près de mon entrée. Je l'ai mis dehors, a-t-elle dit. Il est parti. Papa a changé les serrures hier. J'ai senti une boule se former dans ma gorge. Ce n'était pas du pardon. Pas encore. Le pardon est un paysage qu'il faut traverser, pas une porte que l'on franchit simplement, mais c'était une validation. C'était la vérité. Pourquoi ne m'avez-vous pas appelé pour mon anniversaire? J'ai posé la question par laquelle tout avait commencé. Vada a tressailli. Matthew a dit. Matthew a dit que tu travaillais. Il a dit qu'il t'avait envoyé un message et que tu avais répondu que tu étais trop occupé pour nous. Il a dit, on n'a qu'à sortir, elle ne veut pas qu'on la dérange. Et vous l'avez cru. C'était plus facile de le croire, a-t-elle admis, la voix brisée. Parce que si nous le croyions, nous n'avions pas à nous sentir coupables de nous amuser sans toi. Elle m'a regardé, les yeux suppliants. Je suis tellement désolé, Emma. Je ne m'attends pas à ce que tu rouvres les comptes. Je ne veux pas de ton argent. Papa a trouvé un travail à temps partiel dans un magasin de bricolage. Nous allons nous débrouiller. Je voulais juste que tu saches que je te vois maintenant. Je vois ce que nous avons fait. J'ai regardé cette femme qui m'avait si profondément déçu, mais qui se tenait maintenant dans mon couloir, dépouillée de ses illusions, essayant de m'offrir des lasagnes. Je ne l'ai pas serrée dans mes bras. Je n'étais pas prête pour cela. Les blessures étaient trop fraîches. Merci pour les lasagnes, ai-je dit doucement. Vada a hoché la tête, s'essuyant le visage. D'accord, elle a reculé d'un pas. Joyeux anniversaire, Emma. Je sais que c'est tard, mais joyeux anniversaire. Bonne nuit, maman, ai-je dit. Elle est montée dans l'ascenseur et est partie. J'ai apporté les lasagnes dans ma cuisine. Je me suis assise près de l'îlot central, seule dans l'appartement silencieux. Je n'ai pas allumé la télévision. Je n'ai pas regardé mon téléphone. J'ai réalisé à ce moment-là que je n'avais pas perdu ma famille. J'avais perdu les parasites. Ce qui restait, mes parents, imparfaits et brisés comme ils l'étaient, était quelque chose de réel. Nous recommencions à zéro. Pas d'argent, pas de transaction, juste la vérité. J'ai pris une bouchée de lasagne. C'était froid, mais cela avait bien meilleur goût que ce cupcake n'en avait jamais eu. J'avais 30 ans. Mon compte en banque était plein. Mon appartement était paisible. Et pour la première fois, je n'attendais pas que le téléphone sonne. Je vivais, tout simplement.